Maïlane Ripoche, coach en connaissance de soi et gestion du stress et fondatrice du blog Les Guerriers Pacifiques. Alors suivez bien cette interview puisque je suis avec Franck Marchex qui va nous révéler ses secrets de coach. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, donc Franck est coach, conférencier international, auteur. Donc tu t'es formé avec les plus grands, Richard Bandler, J'ai essayé, t'as essayé, Anthony Robbins, Ouais. tu as aussi partagé la scène avec Martin Latuli. Oui. Et donc tu as plein de casquettes. Et toi, entre autres, ton job, c'est d'aider les gens à prendre conscience avant d'avoir confiance. Donc de prendre conscience de leur potentiel C'est ça. pour ensuite prendre confiance en eux. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, Ouais. pour être peut-être plus précis, Oui. c'est vraiment d'aider les entrepreneurs, que ce soit des solo-entrepreneurs, donc des indépendants, ou que ce soit des gens qui ont créé des entreprises. Ce que j'aime, c'est d'aider les entrepreneurs, les dirigeants, en fait, à vraiment réussir à se libérer, en fait, quelque part de leur entreprise, tout en développant leur entreprise. D'accord. C'est-à-dire comment faire pour booster son entreprise sans être piégé dans celle-ci. Souvent, on a des dirigeants ou on a des entrepreneurs qui rêvent un petit peu de la semaine de 4 heures en disant j'ai envie de gagner beaucoup d'argent et de travailler un minimum. Et ça, après, ils se sentent un petit peu dans une sorte de cercle vicieux parce que avant, salarié, ça leur plaisait pas, ils travaillaient beaucoup d'heures. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, quelquefois, ils travaillent 2 fois ou 3 fois plus, sans forcément en plus gagner autant que ce qu'ils pouvaient gagner avant. Et on se retrouve avec des entrepreneurs qui sont un peu mal dans leur peau parce que pas suffisamment d'argent, pas suffisamment de développement de business. Et moi, c'est ce que j'ai quand même constaté depuis quelques années. Beaucoup d'indépendants, des coachs, des thérapeutes, des conférenciers, des formateurs qui se lancent dans leur business et qui échouent. C'est-à-dire qui n'ont pas suffisamment de clients, qui ont du mal à vivre de leur activité et qui ont vraiment du mal à développer comme ça leur business. Et moi, mon job, c'est de les aider à remettre de l'ordre dans tout ça, remettre une vraie vision, remettre un vrai gap au niveau de leur business et au niveau de ce qu'ils vont gagner au niveau financier, quoi. Tout en gardant à l'esprit que c'est pas la peine de travailler 70 heures par semaine ou 80 heures par semaine. L'idée, c'est plutôt de trouver un bon équilibre entre combien je vais vendre mes prestations ou combien je vais vendre mes formations, combien je vais vendre mes conférences, sans me perdre complètement en faisant des heures et des heures et des heures parce que je vais facturer 30 euros de l'heure. Je vois beaucoup de sophrologues aujourd'hui qui vont se lancer sur le marché et qui vont vendre des heures de sophrologie ou d'accompagnement à 30 ou 40 euros de l'heure. On ne peut pas gagner honnêtement sa vie à 30 ou 40 euros de l'heure, c'est pas possible. Donc quand je les vois fonctionner, c'est forcément des gens qui soit vont galérer parce qu'ils n'ont pas beaucoup de clients, donc pas beaucoup d'heures, donc pas beaucoup d'argent, soit au contraire vont gagner de l'argent, mais souvent parce qu'ils vont faire des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de boulot, quoi. C'est un moment, même des coachs qui fonctionnent exactement sur le même concept, et ça c'est pas ok. Ils sont pas équilibrés avec eux-mêmes, ils sont pas en accord avec Du ce coup, il n'y qu'ils a pas font. de cohérence. Et donc il y a un vrai problème de cohérence. Exactement, c'est vraiment ça le problème. Et moi j'aime bien travailler dans mon accompagnement, dans mon coaching, dans la manière dont je vais un petit peu les challenger par rapport à ce changement-là. Moi c'est vraiment ça que j'aime beaucoup faire avec les dirigeants ou avec les indépendants. C'est de les aider en fait à développer leur business tout en gagnant en liberté par rapport à leur entreprise. D'accord. Donc ça veut dire que toi, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Toi, tu as réussi à te libérer d'un certain emprisonnement que tu avais. Complètement. Est-ce que justement, tu peux nous parler de ton parcours pour peut-être montrer aux personnes un petit peu tout ton cheminement? Ouais, avec plaisir. Écoute, pour faire assez court, moi j'ai commencé en tant que professionnel de la vente. J'étais commercial dans le milieu du bâtiment, donc je vendais du matériel pour les pros du bâtiment. Moi je m'occupais beaucoup des gens qui faisaient de l'électricité, chauffagistes, des choses comme ça, dans une multinationale. Et clairement je m'éclatais pas dans mon boulot en tant que commercial. C'est pas vraiment un truc qui me plaisait, j'aimais pas plus vendre que ça, j'aimais beaucoup parler, j'aimais beaucoup échanger avec les gens. Mais vendre et arriver sur le processus de vente, c'était pas un truc qui m'éclatait énormément. Donc j'ai décidé de reprendre mes études parce que j'avais fait des études courtes, un BTS, pour trouver ce job de commercial. Et ben, je me rendais compte que si je restais uniquement avec
ce niveau-là, on ne me proposerait rien d'autre par rapport à mes compétences, par rapport au fait que je pouvais être capable de parler et d'intéresser ou de réussir justement à vendre des choses. C'est les seuls, comment dirais-je, c'est le seul domaine d'activité qu'on m'aurait proposé. Donc j'ai dit stop, j'ai repris mes études. J'ai eu la chance de trouver à un moment un système qu'on appelait les aides éducateurs. Donc moi j'étais éducateur dans une école maternelle, je l'ai été dans un collège aussi. Et en même temps j'ai pu reprendre mes études. Donc j'ai réussi à garder à peu près un niveau de vie convenable parce que j'avais un salaire. Parce que quand tu es commercial, ben, même si j'aimais pas ça, je gagnais plutôt quand même pas trop mal ma vie. Mais il fallait, en reprenant mes études, que je continue à avoir un salaire. Donc j'ai quand même réussi à trouver un job où je pouvais faire les deux. C'est un peu comme les pions de l'époque. Il y a longtemps, on avait les pions au collège, etc. Je crois qu'il y en a encore peut-être aujourd'hui. Je ne sais pas si on les appelle toujours pareil. Il y en avait aussi. Donc c'était un peu la même chose, sauf que là c'était vraiment spécialisé pour donner la chance à des gens. On appelait ça les emplois jeunes à l'époque. Je ne sais pas si tu as connu cette époque, c'est peut-être une bonne quinzaine d'années maintenant, je pense, ouais, peut-être 15-16 ans. Et j'ai eu l'opportunité de continuer mes études en même temps que je travaillais dans l'éducation nationale. Et j'ai eu, là aussi, c'est une accumulation de chance parce qu'après j'ai rencontré des gens qui ont cru là aussi à mon potentiel, qui se sont battus pour que je fasse des formations. Et pendant les 5 ans où j'avais ce poste-là, j'ai passé 2 diplômes d'ingénieur. Est-ce que c'est vraiment de la chance ou c'est parce que tu as su te vendre justement? Ouais, je crois que j'ai aussi su me vendre. C'est-à-dire que quand j'allais voir cette personne qui m'arrive de voir et de croiser encore aujourd'hui, hein, et quand je la croise, je la remercie encore, c'était de lui expliquer voilà en quoi je crois, voilà ce que j'ai envie de développer, voilà pourquoi j'ai envie de profiter de cette opportunité. Et elle se battait pour que j'ai les financements, parce qu'en fait c'était du coup l'éducation nationale qui finançait mes études. Et elle croyait en ce que je lui vendais quelque part. Et comme je disais, j'ai passé 2 diplômes d'ingénieur, un premier en sciences de l'éducation, un premier en informatique, donc vraiment spécialisé dans tout ce qui est développement web, multimédia, le fait de travailler sur Photoshop, sur tous ces outils à Internet, parce qu'à l'époque on faisait tout. On faisait à la fois du développement, on faisait à la fois du graphisme, on faisait à la fois de la stratégie web. Ça c'était vraiment tout ce qu'on faisait, alors qu'aujourd'hui tous les postes sont un peu séparés, parce que le web a beaucoup a explosé, donc tous les postes ont augmenté. Et après un deuxième diplôme d'ingénieur sur ce qu'on appelle les sciences de l'éducation, donc l'art d'apprendre. Et c'est là où j'ai, j'aurais tendance à dire, eu la chance aussi, parce que c'est une accumulation comme ça de chance, de rencontrer un de mes mentors qui a été responsable de mon mémoire de fin d'études et d'un début de thèse, parce que j'ai pas terminé ma thèse, qui était vraiment le premier à m'avoir montré que c'était possible d'être à la fois coach, d'être à la fois thérapeute, d'être à la fois conférencier, d'être à la fois chargé de cours à l'université, parce que moi je suis aujourd'hui chargé de cours à l'université de Limoges, en motivation et en communication de haut niveau. Et tout ça c'était possible de le faire. Parce que lui il avait ces casquettes là? Parce que lui il l'avait. D'accord. Et moi ça m'a fait rêver en me disant waouh. Et puis on voyait qu'il s'éclatait dans son job. C'est vrai que vraiment il aimait faire ça, qu'il faisait un petit peu, qu'il passait d'un truc à un autre, etc. Et j'ai dit j'adore. Et lui s'était spécialisé dans la systémie. Donc c'est une approche de thérapie ou de coaching qui est vraiment particulière. Et moi j'ai adoré. Et quand j'ai fait mon mémoire, je l'ai fait sur la systémie. Et je me souviens encore de mon mémoire de fin d'études où il me disait bon ok Franck, si tu as fait ton mémoire sur la systémie, c'est que je t'ai pas assez dégoûté de la systémie. Et ça m'a interrogé et je me suis rendu compte que moi, au moment où j'ai fait ça, c'est vrai que la systémie n'était pas faite pour moi. Et je me suis plus rapproché de pratiques plus individuelles. Et c'est là où je me suis passionné pour la PNL, je me suis passionné pour l'hypnose, je me suis passionné pour des techniques vraiment comme l'analyse transactionnelle, l'énéagramme, des choses qui étaient beaucoup plus vers l'individu. Et là j'ai développé plus un cursus de formation coaching thérapie vers l'individu. Tout en ayant à l'esprit que j'adorais ce qui était la systémie, mais que c'était, je sais pas pourquoi, pas le moment. Et puis petit à petit c'est revenu et j'ai recommencé à faire des formations de groupe, j'ai commencé à faire des coachings de groupe, et là à me réintéresser à la systémie, mais parce que je venais de l'individu. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans l'individu justement? Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'accompagnement des individus? Le changement. Ça c'est un truc qui me passionne. Que tu vois plus facilement que dans un groupe? Non, c'est que dans un groupe est un ensemble d'individus. Mais ça conçoit un autre individu qui est le groupe. Donc
on peut concevoir un groupe comme étant un individu à part entière. Parce qu'un groupe va respirer d'une certaine manière, va fonctionner d'une certaine manière. Les individus dans le groupe vont eux-mêmes se comporter différemment que s'ils étaient pris seuls. Et donc tout ça, ça reste des processus de changement qui sont pour moi hyper intéressants. Donc ce que j'aime, moi, c'est le changement, et notamment le changement rapide. Parce qu'on nous a fait trop longtemps croire que le changement, c'était forcément quelque chose de compliqué, c'était forcément quelque chose de long, c'était forcément quelque chose de difficile, c'était forcément quelque chose contre lequel il fallait lutter, etc. etc., etc. Comme dirait quelqu'un de célèbre, le changement, c'est maintenant. Et le changement, c'est maintenant. Ouais, ok. On comprend. Célèbre, effectivement, maintenant. Suis-je d'accord? Bon, oui. Voilà. Mais effectivement, ce qui m'intéresse, c'est le changement. C'est vraiment d'observer quelqu'un passer d'un état d'être, d'un état d'âme, d'un état d'esprit à un autre état d'être, un autre état d'esprit, un autre état d'âme. Et ça, quelquefois, en rien du tout, quoi. En quelquefois quelques secondes, quelques minutes, pour certains quelques heures, pour d'autres malheureusement quelques années. Mais pourquoi quelques années? Parce qu'on leur a blindé l'esprit qu'il fallait plusieurs années pour changer, qu'il fallait plusieurs années pour réussir, qu'il fallait plusieurs, etc. etc., etc. Enfin, moi j'ai commencé mon cabinet, ça fait 10 ans maintenant, là, je vais fêter les 10 ans dans vraiment pas longtemps. En septembre, c'est ça? Ouais. Et du coup c'était marrant parce que quand j'ai lancé mon activité, j'ai regardé autour de moi dans le secteur qui faisait à peu près la même chose que moi, et moi je m'étais vraiment lancé dans l'hypnose. Donc c'était coaching hypnotique, thérapie hypnotique. Et je regardais des gens qui faisaient de la sophrologie, des gens qui faisaient du reiki, des gens qui faisaient d'autres formes d'accompagnement, mais qui étaient très proches de ce qu'on fait en hypnose. Et j'ai pris rendez-vous avec eux et je leur ai demandé, voilà, je m'installe dans le secteur, est-ce que vous seriez d'accord d'échanger avec moi sur votre expérience? Vous, ça fait déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans que vous êtes installé, est-ce que vous pourriez échanger avec moi sur comment vous avez fait pour réussir, comment vous avez fait pour mettre en place votre patientèle, votre clientèle, etc. Quasiment à chaque fois, j'avais un discours extrêmement alarmiste sur le fait de s'installer en tant que professionnel de l'accompagnement. Parce que j'avais des réponses du genre, oh là là là, mais dans quoi tu te lances, mon pauvre? Alors qu'eux, ils faisaient le même métier. Je me dis, mais en fait, ils sont en train de parler du leur, quoi. Ils me disent, mais dans quoi tu te lances? Ou alors ils me disaient, mais tu sais, ou vous savez, je sais plus si on se tutoyait ou vous voyez, mais ils me disaient, tu sais, à un moment, pour avoir une patientèle ou une clientèle, il faut facilement 3 ans avant d'avoir un cabinet qui tourne. Moi, dans ma tête, je me dis, ouais, j'ai maximum 1 an, parce que j'avais lancé mon cabinet en restant salarié de la société dans laquelle j'étais, donc à mi-temps. Et je n'avais droit à ça que pendant 1 an, maximum reconductible 1 an. Mais comme je me plaisais plus dans mon boulot, je me suis dit, je ne peux pas rester encore 2 ans dans ce job. C'est pas possible. À la limite, déjà 1 an, je sens que je vais souffrir parce que je me plais vraiment pas dans ce job. Mais il va falloir que je le fasse. En fait, moi, j'ai mis en place mon cabinet, j'ai mis en place des stratégies. Et au bout de 6 mois, je gagnais plus avec mon cabinet qu'avec mon job de consultant. Et là, il m'a fallu encore 3-4 mois pour me sécuriser complètement dans mon job et dire je ne reconduis pas ce processus de créateur salarié, je démissionne complètement et je me lance à 100% dans mon cabinet. Et justement, pour les personnes qui voudraient se lancer justement dans leur activité, qu'est-ce que tu as mis en place concrètement qui te permettent, toi, d'avoir plus de succès rapidement que la plupart des personnes qui accompagnent? Une de mes clés de réussite, ça a été de parler énormément de ce que je faisais. C'est-à-dire de profiter de chaque instant. C'est ça. Tu sais, on a fait une formation en début de semaine. Tu es venu te former auprès de moi avec un autre groupe d'une dizaine de personnes. Toute la journée, on a vu que ça. Comment faire pour parler de soi de manière cohérente, de manière confortable, parce qu'il faut qu'on soit confortable par rapport à ce qu'on raconte de soi. Et puis aussi, le fait de savoir se vendre, c'est aussi savoir vendre son prix. C'est-à-dire que c'est pas juste parce que je vais m'installer que les gens vont venir. Les gens vont venir parce qu'ils vont accrocher avec moi et parce que c'est cohérent par rapport à ce que je leur propose. Et derrière, il y a évidemment la notion de prix. Mais la notion de prix est entre guillemets quasiment toujours une fausse excuse. J'ai déjà eu des gens qui étaient au RSA ou qui étaient vraiment en difficulté financière et qui étaient les derniers à me demander une remise. Ils savaient qu'en venant me voir, ils allaient certes dépenser beaucoup d'argent, donc souvent ils économisaient longtemps, mais que ça allait bouger, quoi. Eh bien, ils ne demandaient pas. Alors que des gens qui avaient les moyens sont les premiers au téléphone à dire oui, mais est-ce que c'est possible d'avoir un prix, un machin, un bordel, et tout ça, et tout ça. Et si tu n'es pas motivé pour venir, si tu n'as pas réellement envie de changer, viens pas me voir. Il y a plein de gens qui vont être ravis de te voir et parce que tu es moyennement motivé et qu'ils crèvent la dalle. Moi aujourd'hui dans mon cabinet, je ne crève pas la dalle. Je choisis mes clients, je choisis les gens avec qui j'ai envie de travailler. Et ça a commencé très tôt parce que justement dans ma tête,
je savais déjà qui je voulais coacher, ou qui je voulais en thérapie, et qui je voulais pas. D'accord. Donc déjà, tu avais bien défini ta clientèle. Exactement. Alors, ma clientèle, on a parlé de l'avatar, qui on veut pas, etc. Ma clientèle, oui, c'est vraiment surtout une question de motivation. Moi, je veux des gens, dans mon cabinet, des clients qui sont motivés sur cet axe de changement. Des gens qui sont prêts vraiment à se donner à fond pour réussir. Ça, c'est la clientèle que je veux. Des gens qui ne sont pas motivés, des gens qui hésitent, des gens qui sont moyens comme ça, j'en veux pas. Je n'ai pas envie de travailler avec eux parce que je vais perdre du temps. Qui me dit que je vais perdre du temps, je vais perdre de l'énergie, je vais perdre ma propre motivation, et donc en définitive, je vais perdre de l'argent.